Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Flash Actu, la 6e édition de la Journée de l'Afrique qui a eu lieu samedi 22 avril 2017 aura tenu toutes ses promesses. Le Parti socialiste qui organise cet événement maintenant depuis 6 ans a une fois de plus donné l'opportunité aux communautés subsahariennes de Belgique de venir exprimer leurs besoins et préoccupations dans l'objectif d'apporter une réponse adéquate et permettre un réel épanouissement de ces communautés subsahariennes. Plusieurs ateliers allant de la culture, de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la santé, des médias ont permis aux représentants du Parti socialiste d'avoir un meilleur baromètre des difficultés que rencontrent ces communautés. Voici quelques extraits des conclusions issues de ces ateliers. Les médias communautaires, le rapport dans la sphère médiatique belge, et nous avons aussi abordé la question de politique internationale. Alors autour de cette table, il y avait 2 membres de l'association Diaspora Afar Belgique, donc qui regroupe Djibouti, l'Érythrée et l'Éthiopie. Nous avions Simone Susskind, donc députée européenne et activiste, Mabiala Mbeka, administrateur de Como Congo, Ghislain Zobio, fondateur de BIP Media, Yves Lodonou, rédacteur en chef de Soulard Palabre, et Ivoire de Rosen, ethno-anthropologue, et Moïse Esso du collectif Mémoire coloniale. Alors nous avons mis en lumière les problématiques suivantes. Donc l'invisibilité des afrodescendants et des minorités dans les médias mainstream, le manque de reconnaissance et de soutien économique envers les médias communautaires et le fait de ne pas être audible dans notre milieu de vie, donc ici en Belgique, qui ne nous permet pas d'être audible sur les situations dérangeantes, interpellantes qui sévissent sur le continent. Parce que la question est abordée de savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus actif et efficace sur les questions du continent. Et à cette question, Doom avait répondu justement qu'ici on n'est même pas audible, on n'est pas entendu dans nos demandes, alors comment pouvons-nous l'être là-bas? On a tiré quelques points positifs sur le fait que les médias communautaires, en tout cas, devraient être davantage soutenus par les politiques et les services publics, et aussi sur le soutien notamment des web médias. Donc ça peut être un outil de connaissance de l'autre, donc qui permet aussi le repère identitaire, comme la question qui avait été posée par un monsieur tout à l'heure, auprès de la jeunesse en général subsaharienne, non, jeunesse en général, subsaharienne en particulier. Donc le média communautaire aussi, la valorisation de la dynamique entrepreneuriale et culturelle africaine, la production aussi de matières et archives par nos journalistes, animateurs et professionnels du monde média. Il s'agit aussi de création d'un lieu d'expression, de débat et d'échange dans un milieu donné, donc avec des personnes qui peuvent nous comprendre et qui comprennent notre langage, parce qu'il y a aussi toute la dimension culturelle. Et entre autres, les solutions qu'on a pu dégager, c'est donner donc un accès, en tout cas créer un observatoire de suivi auprès des médias mainstream, donc à savoir notamment par la proposition de professionnels subsahariens pour des sujets qui nous concernent. Donc pourquoi ne pas faire appel à nos intervenants, à nos experts, à nos professionnels quand il s'agit de questions géopolitiques sur l'Afrique? Pourquoi prendre toujours des personnes voilà, caucasiennes, alors que nous avons aussi des experts qui connaissent les sujets, qui peuvent en parler et qui peuvent même donner une dimension peut-être plus authentique. Il s'agit aussi d'ouvrir les réseaux d'information sur les formations, les appels à projets, pour que les professionnels africains, notamment ceux qui sont en web média, donc qui doivent toujours courir après l'argent, à un moment puissent accéder donc à des outils plus pratiques et à travailler de manière plus confortable. L'entrepreneuriat sert justement à répondre à des problèmes et trouver des solutions. Il y en a qui réfléchissent tout seuls de leur côté et qui veulent proposer quelque chose à la société. Comment faciliter l'entrepreneuriat? Le but était de faire réfléchir à l'entrepreneuriat et sur l'esprit d'entreprendre. C'est ça le plus important. Quand on veut entreprendre, ce n'est pas les dollars ou les euros ou les yens ou les francs CFA qu'on va gagner. C'est de savoir qu'est-ce qu'on va apporter nous en tant que personne et qu'est-ce qu'on va apporter à la société. Et donc, il y a des questions à se poser. Il y a des points sur lesquels il faut réfléchir avant de lancer quoi que ce soit. Parce que
Avoir un projet, ce n'est pas entreprendre, c'est avoir une idée, se lancer. Une ASBL peut être un projet, mais ce n'est pas forcément entreprendre. Entreprendre, c'est la manière dont on va procéder pour pouvoir gagner de l'argent et faire bénéficier à soi-même et aux personnes à qui on va apporter une aide. Les questions de compétences, est-ce que je sais faire? Est-ce que je peux faire ce que je fais? Est-ce que j'ai les connaissances nécessaires? L'expérience, parfois on a étudié quelque chose qui nous permet d'avoir une connaissance, mais on n'a pas l'expérience. Et donc, est-ce qu'on a une expérience intéressante aussi par apprendre à commencer petit? Voilà, petit. On peut rêver grand, mais commencer par des petites étapes. Il y a quoi d'autre ici? Ce que je dirais aussi, c'est que on parle ici de la diaspora africaine ou des diasporas africaines. Il est aussi important que ces diasporas aient des espaces où on peut les comprendre. Les discriminations à l'embauche, ce n'est pas un sujet nouveau. Quelques pistes ont été explorées. Il y a d'abord eu une présentation du contexte général dans lequel se situait le débat, c'est-à-dire qu'il était important de rappeler que la discrimination existe. La discrimination à l'embauche existe, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y en a qui en doutent, donc il était bon de le rappeler. Ça, c'était une première chose. Et que la deuxième, c'est que la discrimination n'est pas une. La discrimination est diverse. La discrimination se fait par l'âge, elle se fait par le sexe, elle se fait, du moins ce sont les différentes formes de discrimination. Il y a également ce qu'on appelle globalement la discrimination par la race, au faciès. Rappelez que nous étions ici pour parler notamment de la discrimination qui concerne la communauté subsaharienne. Et donc c'est sur celle-là que nous nous sommes le plus appesantis. La discrimination existe. Quelles en sont les formes? Quels en sont les canaux? Je ne vais pas pouvoir donner beaucoup de détails là-dessus, mais nous nous sommes posé quelques questions. La première concerne l'administration. Quel que soit le segment dont on parle, dont il s'agit, on a osé poser la question de savoir si il y a, du point de vue de l'administration, une forme de préférence nationale. On a tendance à attribuer cette façon de voir notamment à ce qu'on appelle les politiques d'extrême droite, mais il n'est pas exagéré de considérer que parfois dans l'administration aussi, nous savons d'où nous venons, nous qui sommes ici depuis 20 ans et plus, que parfois, à diplôme égal, le responsable administratif qui recevait ou qui devait embaucher quelqu'un d'origine africaine semblait parfois faire pression sur le responsable de l'entreprise pour que d'autres candidatures lui soient proposées. Je ne vais pas pouvoir développer plus. Ça, c'est une première question. La deuxième question concerne les entreprises. Est-ce que les entreprises restent toujours préoccupées par la productivité et le profit? La question mérite d'être posée. Parce qu'au nom de quelle logique une entreprise qui aspire en principe à créer de la richesse et donc à avoir les acteurs les plus compétents possibles pour l'aider à réaliser son objectif. Comment arrive-t-on encore en Europe au XXIe siècle, chez les chefs d'entreprise, à considérer que finalement, la prospérité de son entreprise est moins importante que le faciès de son employé? Y aurait-il pas derrière une espèce de logique suicidaire? Comment est-ce qu'un chef d'entreprise digne de ce nom, qui a toute sa raison, peut-il considérer qu'il ne va pas embaucher M. Abdourahmane Kombila
ingénieur de son état, formé en Belgique, parce que c'est moins sexy que Valentin Janssens. Il y a la responsabilité de l'administration, et je vais terminer là-dessus. Il y a la responsabilité de l'entreprise, et nous allons terminer sur une autre responsabilité. C'est la question de la responsabilité de celui qui cherche un emploi, de la nécessité pour lui de mettre tout en œuvre pour le trouver, et il arrive que l'on constate que ce n'est pas toujours le cas. Il était important de rendre accessible la culture à tous et que pour que la culture soit plus accessible aux jeunes, il faudrait peut-être penser à faire enseigner la culture dans les écoles, dans les classes, et que cette culture c'est de l'éducation permanente, donc en la rendant plus démocratique, en rendant les prix plus démocratiques dans certaines activités, on pourrait améliorer l'accessibilité à la culture et que la culture, pour lui, c'est quelque chose qu'on doit avoir tous et ça ne doit pas être un bien qui est vendu, c'est plutôt un bien de nécessité, un bien, c'est plutôt un élément de partage, que chaque personne a toujours sa culture, donc à sa richesse, et que personne ne peut l'arracher. Monsieur John Buyani est venu nous parler de l'importance de la langue dans la promotion de la culture, en disant que lui, déjà la langue, c'est un moyen de communication. Alors la ministre Fadila Lanan nous a bien expliqué comment rendre accessibles les financements aux ASBL. Elle nous a donné les clés. Le CBAI pouvait encadrer les jeunes associations pour qu'elles puissent savoir comment monter un projet. Et elle nous a donné le nom d'un site que nous avons tous recopié pour pouvoir encoder les demandes officielles ainsi du gouvernement, pour encoder les demandes pour les financements. Et voilà, donc globalement, on a été vraiment satisfait de ces informations-là parce que maintenant, les associations ont bien compris qu'il y a plusieurs dispositifs qu'elles mettent en place pour pouvoir financer les activités culturelles. Nous avons rencontré 3 groupes. Le groupe de un camarade, un ami, Nader Rikik, qui travaille avec la fondation Reine Fabiola. Nader, au départ, était enseignant, géographe. Et puis il a quitté l'école, il s'est destiné à travailler avec les jeunes en décrochage scolaire. Il signe un pacte avec ces jeunes. Le premier, dans le pacte, le contrat, c'est zéro incivilité, 0 échec, 0 absence. Et c'est ça le contrat de notre ami Nader. Nader travaille à Molenbeek, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que des gens de Molenbeek. Au départ, il n'y avait qu'une communauté, la communauté maghrébine, mais puis il s'est dit non, je vais travailler avec toutes les communautés. Maintenant, il est arrivé à faire un quart de subsahariens, un quart de maghrébins, et il a aussi, parmi les élèves qui sont venus, les anciens élèves, on a de l'Europe de l'Est qui vient de la Tchétchénie. Et je vous dis qu'il a 90% de réussite. Nader est parvenu à sauver ses enfants, ses élèves, qui ne croyaient plus en eux. Nader est parvenu à leur montrer qu'ils avaient des potentiels et à convaincre leurs parents, à impliquer leurs parents dans le processus de réhabilitation de ces enfants. Et ces enfants ont cru. Ces enfants ont été loin. Ils ont même, à la recherche de leur richesse, de leur capacité, de leur potentialité, ces enfants sont allés en Afrique pour voir comment fonctionnait l'Afrique, comment fonctionnaient les élèves en Afrique, les familles en Afrique. Ces enfants sont allés en Chine, ces enfants sont allés aux États-Unis. Et quand ils reviennent changés, ils reviennent confiants en eux-mêmes et ces enfants avancent. Mais il ne faut pas croire que ces enfants veulent seulement aller à l'université. On en a vu qui ont décidé, une fois qu'ils ont terminé leur formation, décident même de commencer à travailler avec Nader pour sauver d'autres élèves. Nous avons aussi travaillé avec, nous avons rencontré aussi une femme.
Christelle, tu viens m'aider. Nous avons rencontré une dame, une maman, à qui on a enlevé son enfant. Et donc, c'est une expérience assez douloureuse où elle explique que son enfant lui a été enlevé alors qu'elle se plaignait de maltraitance que son enfant avait subi. Et finalement, c'est elle qui se retrouve aujourd'hui pointée du doigt. C'est une expérience assez douloureuse parce que c'est une mère à qui on a enlevé son fils unique et aussi un enfant qui aujourd'hui complètement soustrait à sa cellule familiale. Le cri de cette maman, c'est pas seulement pour elle, parce que c'est un cri, moi je dirais c'est un cri à la fois égoïste et altruiste, parce qu'elle a créé une ASBL où elle parle de toutes ces personnes à qui on enlève les enfants. Et elle vient aujourd'hui aussi demander de l'aide en disant « Oui, mon histoire va marquer les autres et va marquer la Belgique. » L'histoire est quand même assez poignante, c'est difficile d'aller dans les détails, mais en gros, c'est vraiment ça, c'est crier pour qu'on puisse l'aider. Elle a rencontré différentes personnalités, notamment Catherine Moreau et d'autres camarades pour justement élever sa voix et être aidée pour pouvoir récupérer cet enfant qu'elle a perdu. Je vais parler de Yannick, de l'expérience de FPS, des jeunes socialistes, nos jeunes socialistes qui sont partis au Burkina. Alors pour rencontrer les autres, pour connaître comment fonctionnent les jeunes en Afrique, comment fonctionne la démocratie en Afrique, comment fonctionne la politique en Afrique. Et les jeunes socialistes sont revenus complètement changés. C'est là qu'ils vont découvrir l'emprise de la politique française sur l'économie africaine. Les francs CFA est piloté à partir de la France. L'économie française est dirigée, l'économie du Burkina, même disons de toute l'Afrique française, est dirigée par la France. Et ces jeunes nous ont dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas continuer à faire fonctionner un État à partir de la France. Mais bon voilà, je vais aussi parler, vraiment ils ont parlé de la dictature, des dictateurs en Afrique et comment les jeunes, les associations, la société civile sont parvenus à mettre KO, à écarter les dictateurs. C'est le professeur Michel Degelde qui nous a parlé de myome utérin, communément appelé fibrome. Cette pathologie peu banale, qui a des incidences à la fois sur la santé des jeunes femmes africaines ou d'origine africaine et sur la fertilité. Il préconise comme thérapie une intervention minimale et moins invasive. Notre jeune orateur, M. Georges Batouanga, président de l'association belge de drépanocytaires, nous a parlé de cette maladie peu connue. Il manque un grand centre culturel africain à Bruxelles qui rassemble toutes les cultures subsahariennes. Il faut fédérer tout ça dans un esprit panafricain. Cette constatation, lancée par Béa Diallo, à l'aube des élections régionales de 2014 et soutenue par Mme Laurette Onkelins, veut trouver ici une première base de réflexion. En effet, les diasporas africaines sont présentes sur le sol bruxellois, pourtant aucun lieu culturel francophone n'existe pour fédérer et donner à voir toute l'étendue de la richesse culturelle de ce continent en pleine mutation. L'objectif premier étant de savoir à quels objectifs doivent concourir cette maison et à quoi et à qui elle est destinée. C'est à ce cadre qu'il a été décidé, avec des représentants du cabinet du ministre Rudy Vervoort, du cabinet du député Béa Diallo et de la ministre Fadila Lanan, de confier au CBAI, Centre bruxellois d'action interculturelle, afin de constituer une note d'opportunité et de faisabilité sur la création de ce centre. Il est aussi convenu que le cabinet Vervoort est en charge de trouver l'infrastructure adéquate et financer son achat et les éventuels travaux qui en découleront.
Dès que cette infrastructure sera prête, elle sera mise à disposition de la COCOF via une convention de mise à disposition gratuite ou via un bail amphithéotique. Et le projet en tant que tel, c'est quoi? L'étude du CBAI confirme l'opportunité de créer un centre culturel en région bruxelloise. Et maintenant, si l'opportunité institutionnelle et culturelle est réelle, il faut fédérer les représentants des différentes communautés et tendances autour d'un projet emblématique. En effet, l'étude confirme que ces différentes communautés n'entendent, à raison, se faire ravir le montage du projet ou se faire instrumentaliser. Il faut donc pouvoir confier à un opérateur neutre la mise en place de la plateforme fédératrice et être rassembleur de l'ensemble des communautés de toute origine et de toutes tendances confondues. Il va devoir composer et générer l'ensemble de ce groupe pour ensuite pouvoir tirer les lignes directrices du projet en vue de la mise en place de la charte fondatrice et du lancement de l'appel à manifestation. L'étude de faisabilité du CBAI. Le Centre bruxellois d'action interculturelle a mené une analyse de octobre 2016 à février 2017 visant à démontrer l'opportunité et la faisabilité de la création d'un lieu destiné à mettre en valeur les structures subsahariennes et ses diasporas. Il en ressort l'inexistence d'un lieu culturel dont l'objectif spécifique serait de donner à savoir l'étendue de la richesse culturelle de l'Afrique et mettre en lumière les expressions artistiques de ces diasporas en Belgique. Ce constat s'inscrit dans un contexte de manque de visibilité sur la scène culturelle et médiatique belge de la diaspora subsaharienne. Le lieu doit être envisagé comme un espace de création, de production, de diffusion culturelle, de mémoire et de transmission, et il serait aussi un lieu d'échange, de libre pensée et d'expression citoyenne. Concrètement, son action s'inscrira dans un dynamisme de citoyenneté visant à l'analyse critique des sociétés et la préservation de l'histoire et de la mémoire de la diaspora subsaharienne à Bruxelles et en Belgique. Les objectifs généraux seraient de valoriser les identités plurielles de Bruxelles à travers une plus grande visibilité et une meilleure diffusion des productions artistiques de la diaspora subsaharienne, de soutenir les créations artistiques et les autres formes d'expression, soutenir le dialogue interculturel, en particulier en termes artistiques, promouvoir la connaissance du patrimoine culturel africain et le dynamisme culturel contemporain du continent africain, inscrire son action dans un maillage culturel bruxellois, wallon et flamand. Le projet devait également mettre en réseau et permettre un échange entre les artistes issus du continent africain et les artistes de la diaspora subsaharienne en Belgique. Le centre aurait pour vocation de toucher un public plus large et diversifié et développerait une stratégie de médiation culturelle en restant particulièrement attentif à la culture urbaine et aux jeunes. Un appel à manifestation sera lancé pour permettre de mettre en place la structure de pilotage, de coordination et de développement du projet. Celle-ci devra être opérationnelle dès le tiers de 2018 et pourra à partir de là lancer les premiers recrutements. On peut imaginer un démarrage effectif de la structure pour la saison 2018-2019. C'est intéressant, je peux répéter ça. On peut imaginer un démarrage effectif de la structure pour la saison 2018-2019. L'annonce de l'implémentation future de la Maison de l'Afrique dans le courant 2018-2019 est sans aucun doute la concrétisation d'une volonté politique, un geste important à saluer. Dès lors, toute la dynamique associative et culturelle des communautés subsahariennes sera mieux représentée et valorisée dans le royaume. C'est aussi l'expression d'une meilleure cohésion sociale. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce Flash Actu. Merci de nous avoir suivis.
Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.